Le 19h de Public Sénat, voici les titres de cette édition du vendredi 24 septembre. Les syndicats qui ne désarment pas, ce ne sera pas une mais deux manifestations qu'elles les centrales appellent pour contrer la réforme des retraites. La pression s'accroît sur le Sénat qui examine le texte à partir de mardi. C'était l'homme du jour à Biarritz. C'est en chef de la majorité que François Fillon est venu clore les journées parlementaires de l'UMP. Un message d'unité et un rappel à l'ordre aux prétendants à la présidence du parti majoritaire. L'éclairage de Stéphane Rosès dans notre édition. Il n'y a pas que les retraites qui déplacent les foules. L'exposition Claude Monet à Paris, qui ouvre ses portes au Grand Palais, attend 500 000 visiteurs. C'est l'événement artistique de cet automne. Ce sont donc deux nouvelles journées de manifestation qui viendront ponctuer l'examen déjà tortueux de la réforme des retraites. L'intersyndicale réunie ce matin est tombée d'accord sur les dates des 2 et 12 octobre, des dates qui viendront encadrer le débat sénatorial très attendu sur ce texte. Jérôme Rabier. C'est ensemble qu'ils ont défilé et c'est ensemble qu'ils vont continuer. Le front syndical accélère même le mouvement. La suite du 2 septembre est déjà programmée. On prévoit déjà une nouvelle journée de grève et de mobilisation le mardi 12 octobre. Parce que malheureusement, ce gouvernement nous laisse craindre qu'il souhaite aller jusqu'au bout. Preuve que le mouvement se durcit, la CFDT, habituée à négocier, réclame désormais la suspension des débats. Il faut que le gouvernement stoppe l'examen du texte au Sénat et pour aller vers une réforme de retraite qui est de toute façon indispensable, écoute toutes les propositions alternatives et se lance dans une réelle concertation, ce qu'il n'a pas fait depuis le début. Le plat est empoisonné, il faut le jeter. Donc de notre point de vue, le retrait est une absolue nécessité. En misant sur un samedi, les syndicats espèrent étendre le mouvement pour remporter la bataille des chiffres face au gouvernement. Les syndicats qui qualifient les manifestations d'hier de franc succès n'ont visiblement guère ému le Premier ministre. Ce matin à Biarritz, François Fillon a opposé aux manifestants un non ferme et tranquille. On l'écoute. Non, avec le président de la République, nous ne retirerons pas ce projet de réforme parce qu'il est nécessaire et qu'il est raisonnable. Non, nous ne pouvons pas accorder à la somme de toutes les revendications le crédit d'incarner un projet alternatif. Non, nous ne renoncerons pas à l'augmentation de la durée d'activité parce que si par malheur nous le faisions, alors nos régimes de retraite s'écrouleraient sous le poids des déficits. Dans ce non ferme et tranquille, il n'y a aucun orgueil. La réaction de Bernard Thibault ne s'est pas fait attendre. Le patron de la CGT oppose au Premier ministre un autre non, ferme et résolu celui-ci. Le PS fustige de son côté l'arrogance et le mépris de François Fillon. Désormais, c'est vers le Sénat que se braquent les projecteurs. Le texte y sera débattu en séance publique à partir du 5 octobre. Bonsoir Tam Tran Nui. Bonsoir En Pierre-Henri. fait, c'est dès mardi, c'est dès la semaine prochaine que l'examen du texte va commencer ici au Sénat, Oui, en commission. tout à fait. En commission des affaires sociales, puis en commission des finances. Et c'est vrai que depuis que la bataille a gagné le Sénat, il y a une espèce d'opération de séduction-persuasion qui a commencé. On l'a vu tout d'abord dans la rue, et puis aussi par quelques déclarations bien senties. Le message est clair, les syndicalistes comptent sur les sénateurs. Je vous propose d'écouter François Chérec, le secrétaire général de la CFDT. Et j'ose espérer que dans notre démocratie, qui est une démocratie parlementaire, les sénateurs vont avoir une forme d'autonomie dans la décision. Parce que si vous êtes en train de m'expliquer qu'aujourd'hui, dans la démocratie française, les sénateurs, dans ce palais de la République, les sénateurs n'ont plus rien à dire, ça veut dire qu'on n'est plus dans le même type de démocratie. Et là, je trouve qu'il commence à avoir, je dirais, une dérive démocratique. Alors Tam, les espoirs fondés par les syndicats sont-ils fondés? Vous avez eu au téléphone cet après-midi celui qui sera en quelque sorte le grand mécanicien de cette réforme des retraites ici au Sénat, à savoir le sénateur UMP Dominique Leclerc. Dans quel état d'esprit aujourd'hui se trouve-t-il?
Écoutez, du côté de Dominique Leclerc, en ce moment, c'est plutôt bouche cousue. Il faut dire que le sénateur marche sur des œufs. Alors, a priori, quand même, pas de modification sur le fond de la réforme, c'est-à-dire sur les bornes d'âge de départ à la retraite. Ce sera toujours 62 ans au minimum et 67 ans pour une retraite à taux plein. Et puis également sur l'ensemble, disons, du montage financier qui soutient le projet. Alors, je vais quand même poser comme question, est-ce qu'il va y avoir un prochain rendez-vous avec l'Élysée? On se rappelle qu'il y a une dizaine de jours, il y a eu un rendez-vous majorité et Nicolas Sarkozy. Voilà, et certains disent d'ailleurs, Tam, que les amendements déposés au Sénat sont dictés par l'Élysée. Oui, tout à fait. Là, sa réponse a été très claire. Ce n'est pas l'Élysée qui tient mon porte-plume. Alors finalement, qu'est-ce que le Sénat peut modifier sur ce texte? On parle de modifications à la marge. Et quelles sont les positions des uns et des autres, et en particulier des centristes? Du côté de l'opposition, on compte se battre sur plusieurs points. Alors, il y a les bornes d'âge, la pénibilité, la pension des femmes, puis aussi les retraites chapeau, la taxation du capital ou encore les stock options pour financer le système. Autant dire tout un programme qui a très peu de chances de passer. Alors, en revanche, du côté des centristes, on peut obtenir gain de cause sur quelques amendements, notamment sur la question du fonds pénibilité, et puis aussi pour que le taux de décote entre 65 et 67 ans soit plus faible, ça serait en quelque sorte une réponse partielle au problème de l'inégalité homme-femme. Alors, il y a également deux différences quand même notables entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Tout d'abord, au Sénat, l'UMP n'a pas la majorité. Ils ont donc besoin des 29 voix des centristes pour voter le projet de loi et c'est important pour arriver à des compromis. Et puis, autre différence, et pas des moindres, il n'y a pas de limite de durée des débats au Sénat, c'est-à-dire qu'on prévoit que les débats pourraient dépasser les 2 semaines alors qu'à l'Assemblée nationale, ils ont été limités à 1. Ça veut aussi dire qu'on a peu de chance de voir le président du Sénat, Gérard Larcher, poursuivi par des sénateurs en colère. Comme on l'a vu à l'Assemblée nationale tout à fait récemment. Merci beaucoup, Tam. Et évidemment, on suivra l'examen de ce texte ici au Sénat, minute par minute, jour par jour et nuit par nuit, très certainement. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est en ami de chef de la majorité que François Fillon est venu clore les journées parlementaires de l'UMP à Biarritz. Le Premier ministre a tenté de calmer le jeu d'un parti secoué, vous le savez, par des tensions existantes entre Jean-François Copé et Xavier Bertrand. Non, a-t-il dit, aux ambitions indécentes. Aurélien Romano. À n'en pas douter, c'est lui la vedette de Biarritz. Lassé du duel annoncé entre Jean-François Copé, le chef des députés UMP, et Xavier Bertrand, le secrétaire général du parti, l'UMP s'est rangé derrière un Premier ministre très offensif dans son discours de clôture. Excellent. Excellent. Du fond, un élan, une énergie, des projets. On ne parle pas seulement du bilan, on parle de ce qu'on continue à faire. Je trouve ça très très bon. Ferme face aux syndicats, rassembleur de son camp, François Fillon a marqué des points. Même les plus ambitieux ont salué la performance de celui qui n'est décidément pas sur le départ. Oui, il a fait un très beau discours, le Premier ministre, très prospectif, avec beaucoup de tenue. Et bon, je crois que c'était une très bonne chose qu'il puisse ainsi clôturer nos travaux comme il l'a fait. Pour le moment, la hache de guerre fratricide est enterrée. Le remaniement gouvernemental est prévu pour fin octobre. D'ici là, les coups peuvent repartir à l'UMP. Bonsoir Stéphane Rosès, professeur à Sciences Po, président de CAP. Merci d'être avec nous. Comme chaque vendredi, il y a un autre homme qu'on a beaucoup vu au cours des journées parlementaires, celle de l'UMP à Biarritz, mais également celle du centre en début de semaine à Nice. C'est un ministre d'État, c'est Jean-Louis Borloo. Il était encore il y a quelques heures à peine aux côtés même du Premier ministre à Biarritz. Alors, quels sont aujourd'hui les atouts de Jean-Louis Borloo, le centriste? C'est une carte pour le président Nicolas Sarkozy. D'abord, des atouts sans doute personnels. Il a fait preuve de constance, de loyauté. C'est une sorte de personnalité caméléon, capable de passer entre les gouttes. Et donc, du coup, Nicolas Sarkozy peut tout à fait penser qu'à Matignon, il sera une sorte de François Fillon bis dans l'attitude, dans la posture. Et puis, très certainement un autre type d'atout, celui-là également très important, c'est un atout politique. Membre du Parti radical, il incarne une sensibilité qui est une sensibilité centriste. Or, les bataillons électoraux qui ont fait défaut à Nicolas Sarkozy lors des municipales, lors des régionales, c'est justement l'électorat centriste. Et Jean-Louis Borloo a su, dans la dernière séquence, un peu organiser une forme de rassemblement des centristes potentiels autour de sa personne. On l'a bien vu d'ailleurs à Nice en début de semaine. Il y a quand même quelque chose de paradoxal, sinon d'illogique. On a un peu l'impression que la politique de Nicolas Sarkozy, sa politique sécuritaire entre autres, essaye de viser son électorat de droite, en tout cas une partie de celui-ci, pour reconquérir, j'allais dire, des parts de marché.
il ne vise pas, au contraire, l'électorat du centre. Oui, vous avez tout à fait raison, mais ça c'est Nicolas Sarkozy. D'abord, dans le sarkozysme, il y a des séquences. Donc vous avez raison, une séquence est ouverte à Grenoble, politique, visant à regarder la droite de la droite, qui a eu, y compris la semaine dernière, ses effets européens. Il s'agirait de parler au peuple contre les différents types d'élites. Et puis, la seconde caractéristique de Nicolas Sarkozy, outre des séquences qui peuvent changer dans le temps, et on ne sait pas combien durera cette séquence, c'est que comme il a décidé, et c'est ce que souhaitaient les Français, de remettre le pouvoir politique à l'Élysée, et que paradoxalement, c'est lui qui semble gouverner en conduisant le changement, et le Premier ministre qui semble tempérer les choses, eh bien on peut tout à fait avoir dans l'esprit de Nicolas Sarkozy un Premier ministre chargé de s'occuper de la tempérance, d'envoyer des messages à un électorat centriste, surtout d'empêcher une candidature centriste au premier tour de la présidentielle, et par ailleurs un président qui, s'il le souhaite, peut conserver, je dirais, sa façon d'être pour s'adresser directement au peuple sur une ligne très à droite et considérer que ce sera au travail du Premier ministre de se parquer le centrisme. Et donc l'hypothèse Borloo à Matignon n'est pas exclue. L'hypothèse Borloo à Matignon n'est pas exclue en dépit politologiquement de ses novations. Merci beaucoup Stéphane de vos éclairages. On se retrouve comme tam la semaine prochaine, vendredi. Merci. Et pour être tout à fait complet sur ces journées parlementaires, sachez que François Bayrou a ouvert les siennes aujourd'hui sur la presqu'île de Gien avec l'ambition de repositionner son mouvement après ses derniers échecs électoraux. Et les Verts et Europe Écologie qui tiennent de concert leur journée parlementaire commune, une première qui préfigure d'ailleurs la fusion des deux mouvements. Cette dernière devrait être officiellement annoncée le 14 novembre. Un chiffre grisâtre et qui sent l'automne, celui du chômage. Le nombre d'inscrits a progressé au mois d'août de 15 900 personnes, en France métropolitaine en tout cas, ce qui porte à 2 690 000 le nombre de demandeurs d'emploi. C'est un centre de recherche sans équivalent au monde qui a ouvert ses portes au sein du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière à Paris. L'Institut du cerveau et de la moelle épinière accueillera près de 600 médecins du monde entier pour soigner l'ensemble des pathologies du cerveau. Pas moins de 9 prix Nobel font partie du comité d'honneur de cet nouvel ensemble de recherche dont l'architecture a été confiée à Jean-Michel Wilmotte. Et puis, puisque nous parlons santé, vous serez généreux dimanche pour vaincre la mucoviscidose. Nouvelle édition des Virades de l'espoir pour redonner du souffle à la recherche de cette douloureuse maladie. Vos dons peuvent être recueillis sur le site internet qui s'inscrit actuellement sur votre écran, www.vaincrelamuco.org. Sachez enfin, et c'est une bonne nouvelle, qu'au 269e jour de leur détention, les journalistes otages français en Afghanistan ont bon moral. Un contact téléphonique a pu avoir lieu avec eux. Selon le chef d'état-major des armées, il existe un espoir raisonnable de libération avant Noël. Nous pensons à eux, bien sûr. Toute autre chose. De Lumière savait aussi cultiver l'art délicat de l'amitié. Son ami le plus cher, le tigre, Georges Clemenceau. Peignez, peignez toujours jusqu'à ce que la toile en crève. Mes yeux ont besoin de votre couleur et mon cœur est heureux. Quelques mots pour une amitié parfois houleuse entre un peintre jardinier, figure de proue du mouvement impressionniste, et un homme d'État amateur de peinture qui gouverna la France dans la tourmente du premier conflit mondial. Claude Monet rencontre Georges Clemenceau dans le quartier latin. Dans les années 1860, la relation relève de la fraternité où l'admiration joue un rôle central. Dans le jardin aux Nymphéas, obsession de l'artiste, Clemenceau rend souvent visite à son ami. Une amitié politique aussi, l'impressionnisme libre de Claude Monet côtoie le projet démocratique dont rêvent les cercles de la gauche républicaine. En 1918, les deux hommes sont liés dans la victoire, signature de l'armistice pour l'un et reconnaissance artistique pour l'autre lorsque les Nymphéas entrent à l'orangerie des Tuileries. Le jour des obsèques du peintre, le tigre refusera de déposer sur le cercueil l'étoffe noire du deuil. Décrochant un rideau fleuri, il lancera « Pas de noir pour Monet ».
Alors pour parler de Claude Monet, de cette formidable rétrospective qui s'est ouverte à Paris au milieu de cette semaine, nos invités sur ce plateau, je vous présente avec plaisir Sylvie Patin. Vous êtes l'une des commissaires, il y en a plusieurs, de cette exposition du Grand Palais. Vous êtes l'auteur d'un livre, Une petite merveille, Monet, un œil, mais bon Dieu, quel œil, aux éditions Découverte Gallimard, que vous découvrez sur cet écran. En face de vous, Alexandre Duval-Stala. Alors là, vous êtes l'auteur d'une biographie croisée entre Claude Monet et Georges Clemenceau, son grand ami. D'où est venue cette amitié? C'est paradoxal, deux hommes qui vivent dans deux mondes complètement différents. L'un, la politique dure, la guerre. L'autre, un artiste qui ne regarde qu'une chose, c'est la lumière et les couleurs. Alors en fait, Georges Clemenceau et Claude Monet se sont rencontrés dans les années 20. Enfin, quand ils avaient 20 ans, pardon, oui. Au Quartier Latin, qui était le foyer à l'époque, parce qu'on était sous le Second Empire, du républicanisme. Et donc, c'est là qu'ils se sont rencontrés, puisque tous les artistes et tous les étudiants bouillonnants se retrouvaient là. Et ils se sont, après, perdus de vue, et ils se retrouveront lorsqu'ils auront une cinquantaine d'années, un peu quand Georges Clemenceau aura perdu les élections. Il se mettra à travailler comme journaliste avec l'affaire Dreyfus. Et notamment, il s'intéressera à l'art et aux cathédrales. Et c'est à partir de ce moment-là que cette amitié va se creuser, s'approfondir et se solidifier jusqu'à la mort. Voilà, tout à fait. Et pour terminer par ce merveilleux cadeau de leur amitié à la France, un bouquet de fleurs offert à la France, qui sont les nymphéas, qui sont à l'orangerie aux Tuileries. Claude Monet s'intéressait à la politique ? Alors Claude Monet, paradoxalement, est très peu. Autant il est très intéressé par toute l'actualité, par tout ce qui se passe. Il se tenait au courant, il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. Autant la politique, c'est vraiment pas son truc. D'ailleurs, en 1870, au moment de la guerre, il va partir à Londres. Il va s'engager quand même dans l'affaire Dreyfus, et il offrira notamment à Clemenceau à ce moment-là le bloc. Qui sont donc les rochers de la Creuse, qui appartiennent aujourd'hui aux collections de la reine d'Angleterre, paradoxalement. Et d'ailleurs, Clemenceau sera très très embarrassé par ce cadeau, parce qu'il lui dira, mais je ne sais pas comment vous remercier, vous dire merci, on ne remercie pas un rayon de soleil. Il était républicain, Claude Monet. Il était de gauche, républicain, athée comme Clemenceau. Et je crois qu'on ne comprend pas l'impressionnisme, et peut-être vous confirmerez, contredire, enfin vous me porterez la contradiction, si on ne comprend pas l'opposition qu'a été la République portée par Clemenceau et l'impressionnisme porté par Monet face au Second Empire et face à l'impressionnisme. C'est vraiment deux aventures qui se nourrissent de l'autre et qui de l'époque, c'était les pompiers, cet art académique très très léché qu'on voyait dans les salons. Est-ce que Claude Monet est un peintre de rupture? C'est un terme qu'on utilise en politique. Alors c'est complexe, parce qu'à leur début, les impressionnistes ont cherché à être admis au salon. Ils n'étaient pas appelés encore impressionnistes, mais ils ont présenté leurs œuvres et certaines ont été acceptées, mais beaucoup refusées. C'est de ce refus qu'il y a eu donc le salon des refusés, et puis cette volonté d'exposer dans un groupe seul, comme le disait Basile, nous exposerons à part et nous réussirons parce que nous sommes avec Monet qui est plus fort que nous tous. Monet, c'est un chef d'école, c'est un théoricien de la peinture impressionniste. Alors, pas un théoricien, mais c'est un meneur. Il a une personnalité de meneur, de chef. Il a été le chef de file de l'impressionniste, un caractère. Il a voulu faire d'ailleurs rentrer l'Olympia au Louvre. À plusieurs reprises dans son existence, on voit justement cette personnalité de meneur. Alors, sur le plan du talent, bien sûr, l'exposition du Grand Palais le démontre, c'était un talent hors norme, vraiment d'exception. Une parenthèse sur l'Olympia, c'est grâce à Claude Monet que l'Olympia est au Louvre, via Clemenceau. Tout à fait. Parce une toile de Manet, faut-il rappeler. Alors déjà, parce que Clemenceau s'est battu pour l'Olympia. Il raconte qu'il se mettait, lorsqu'elle était exposée au salon, qu'il se mettait devant et qu'il recevait les crachats que jetaient les spectateurs sur cette toile. Et ensuite, effectivement, au moment où cette toile devait partir pour les États-Unis, Monet a mené une souscription pour récupérer ce tableau pour qu'il soit au Louvre. Le Louvre ne l'a pas accepté dans un premier temps, il a été d'abord au musée du Luxembourg, et en 1907, au moment où Clemenceau est président du Conseil, effectivement, Monet va le voir en lui disant « il faut que l'Olympia aille au Louvre ». Alors, vous dites que Monet avait besoin, pour créer, de cette énergie rentrée extraordinaire de Georges Clemenceau. Est-ce que c'est vrai, ça? Je crois qu'en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que Monet, c'est pas simplement un peintre bucolique de fleurs. C'est vraiment un révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il a vraiment révolutionné la peinture. On parle, un peintre militant. On parle en fait de l'impressionnisme comme la Renaissance
la Renaissance italienne, mais ça c'est une renaissance française. Et je pense que c'est très important de le comprendre parce que c'est notre grand peintre français. C'est celui qui fait une triple révolution esthétique, artistique et culturelle. Esthétique parce qu'il va changer la manière de regarder le sujet, la manière de retranscrire sur un tableau ce qu'on voit. Il faut comprendre qu'au moment où Monet commence à peindre, la peinture officielle, ce sont les peintures antiques et les scènes historiques. Rien d'autre. Et eux vont changer complètement ça, ils vont changer complètement le regard. Et ça va, et bien évidemment, conduire à la peinture moderne. C'est aussi une rupture dans les manières des circuits de l'art, puisque il n'y avait que le salon, avant il y avait les commandes royales, et puis on arrive au salon, et c'est eux qui vont créer la première exposition indépendante en 1874, et qui vont ouvrir, en fait, le marché de l'art. Et il y avait un esprit coopératif, presque, à l'époque. C'est une société coopérative, tout à fait. Là où vous avez tout à fait raison, en disant que Clémenceau ressource Monet, c'est que dans les dernières années, c'est sûr qu'en tant qu'ancien médecin, il a beaucoup soutenu Monet, qui était un artiste qui tout au long de sa vie a douté, non pas de lui, parce qu'il savait, mais qui avait beaucoup de mal à exprimer, à travailler en relâche, à sentir, il s'était donné un tel but qu'il avait toujours l'impression le soir qu'il n'était pas parvenu, qu'il n'allait pas y parvenir au but. C'est cette personnalité qui se détache, d'ailleurs tout au long des salles du Grand Palais, puisqu'il y a plusieurs peintres en Monet. Il y a le peintre évidemment de la période de l'impressionnisme, et puis il y a le peintre des séries, comme il y a le peintre de plusieurs thèmes, la mer, les jardins. Et là, l'intervention de Clémenceau dans les dernières années, à partir du moment où Monet souffre des atteintes de la cataracte, à partir des années 1908, où Clémenceau le soutient, non seulement en tant qu'ancien médecin pour subir les interventions chirurgicales qui évidemment effraient Monet en raison de l'importance de ses yeux pour peindre, eh bien Clémenceau n'a pas eu que ce rôle, il a eu également le rôle de le pousser à continuer à peindre, à le faire croire en lui, et de chaque fois que Monet n'allait pas bien, d'être auprès de lui et effectivement de lui redonner de l'énergie. Alors Clémenceau était fasciné par l'œil de Monet, sa perception, son regard. Il disait Monet a une peinture entêtée et obstinée. En quoi cette peinture? Oui, et puis il disait aussi que Monet était l'œil tout entier. Obstiné. C'est exactement ça. Il est entêté, obstiné parce qu'il poursuit le motif, il traque la lumière, il veut capter l'instant. Et c'est pourquoi je dirais que l'année 1890, qui apparaît comme un petit peu une rupture, une charnière dans l'exposition, ça n'est pas vraiment deux peintres ou deux périodes qui s'opposent. Au contraire, à partir de 1890, il approfondit encore davantage. Et c'est vraiment toujours parce qu'il recherche cette capture de l'instant, de la lumière, comme il l'a fait à travers ses séries impressionnistes, enfin ses toiles impressionnistes, à travers également ses scènes des débâcles à Véteuil, eh bien à Giverny, lorsqu'apparaissent les meules, les peupliers, les cathédrales, c'est toujours pour traquer de plus en plus la lutte d'instant. Donc si on veut dire, c'est un prolongement. Donc il est obstiné parce qu'il tient toujours à arriver à parvenir à son résultat, d'où ces séries qui comprennent plusieurs versions et que ces versions pourraient être de plus en plus nombreuses. Comme disait Clémenceau, devant les cathédrales, il pourrait y en avoir 100, 1000, autant qu'il y a d'instants dans la vie de Monet. Est-ce que Claude Monet se considérait comme un géant de la peinture, comme à son époque Paul Cézanne avait pensé cela de son art à lui? Alors, cette question que vous dites, disons que ça dépend de l'époque de la vie de Monet, mais il y a quand même un point à souligner, c'est qu'à la fin de sa vie, Monet n'a pas voulu donner les nymphéas de son vivant. Il a voulu qu'elles soient données après sa mort, comme une œuvre posthume que le public allait découvrir, en disant justement que ces œuvres appartenaient au public, qu'il ne voulait pas entendre de critiques, et que à ce moment-là, il y a eu comme une sorte d'offrande, en fait, après sa mort. Comment expliquez-vous, madame, j'allais dire, cette histoire d'amour entre les Français et l'impressionnisme, et plus singulièrement avec Claude Monet? Vous n'avez pas employé un terme trop fort, c'est bien une histoire d'amour. C'est pourquoi je suis si heureuse de cette exposition. En 1980, lorsque j'étais commissaire de l'hommage à Monet, l'un des commissaires, le public a été très nombreux. Pendant 30 ans, les choses ont évolué, si on peut dire, de nombreuses expositions Monet, Monet en Norvège, Monet au Rodin, les cathédrales de Monet, Turner, Whistler Monet, plus de 500 000 visiteurs au Grand Palais. Alors aujourd'hui, Monet en 2010, eh bien finalement, le chiffre des visiteurs va évidemment exprimer tout ce que les Français aiment en Monet. La période actuelle n'est pas tellement gaie. Et vous voyez toutes ces personnes qui sortent du Grand Palais en ayant tout oublié, et vous les regardez dans l'exposition, absolument les yeux totalement perdus dans les toiles de Monet, dans les couleurs, dans la mosaïque des touches. Je pense aussi que cet engouement, il est très fort dû à deux endroits dans Paris. C'est le musée Marmottan,
qui conserve l'impression soleil levant. Et la toile fondatrice de l'impressionnisme. Qui ne sera pas dans l'exposition du Grand Palais. Non, puisqu'il y a à partir du 6 octobre une exposition montrant Claude Monet en son musée, avec les collections permanentes, plus d'une centaine de toiles, et notamment tout le fond de dessins, de carnets, plus de 160 pièces, un fond colossal et évidemment très touchant, très intime, et autour de l'impression soleil levant, qui évidemment n'est pas parti pour le Grand Palais, pour rester dans cette exposition. Et puis il y a un deuxième lieu qui compte, évidemment l'Orangerie avec les nymphées à Paris, mais il y a un lieu qui compte beaucoup, c'est Giverny. Giverny a été ouvert justement en mai 1980, quelques jours après la fermeture de l'exposition de 1980. Et je pense que là, l'engouement des Français, l'engouement des étrangers, il est aussi très fort parce que la visite de Giverny, la visite de la maison du peintre et des jardins du peintre, qui sont intimement liés à l'œuvre de Monet, ont amené certainement le grand public à connaître beaucoup mieux le peintre des nymphéas. Et je pense à d'autres expositions, en particulier celle de Rouen, actuellement, qui expose encore une autre facette de l'art de Claude Monet. Une dernière question. On dit que c'est le peintre français qui a peint le plus de drapeaux tricolores. C'est vrai, ça ? C'est vrai, il y a notamment à l'époque le 14 juillet se passait un 30 juin et vous avez tous ces tableaux avec tous ces drapeaux. C'était la fête de l'exposition universelle. Voilà, on l'a vu dans le reportage de Paul Bouffard. Et pour renier effectivement à Clémenceau, sur un des drapeaux, il y a écrit « Vive la République ». Ce n'était pas innocent. Et puis les drapeaux, ils sont aussi présents. Alors la terrasse à Sainte-Adresse, justement, qui est sur la couverture de mon livre, avec un magnifique drapeau, et puis aussi sur la terrasse de l'hôtel des Roches-Noires. Voilà. Et pourquoi les drapeaux ? Parce qu'ils flottent dans le vent, le mouvement et la couleur dans les nuages et dans le ciel. Merci beaucoup. Je rappelle vos deux ouvrages, Monet, Sylvie Patin, et cette biographie croisée, Claude Monet, Georges Clémenceau, de vous, monsieur Duval-Stala. Merci beaucoup de votre visite dans notre studio. C'est la fin de cette édition. À suivre, un focus sur l'ancien sénateur Michel Thiollière. N'oubliez pas toute l'actualité politique et parlementaire. C'est sur notre site publicsénat.fr. Très bon week-end à tous. Certains les appellent les pépites de banlieue, ces élèves brillants que l'on repère et que l'on prépare au concours de grandes écoles comme Sciences Po. Élévation ou arrachement par rapport à leur milieu, l'élite est-elle prête à faire de la place à ses petits frères jusqu'alors très discrets? C'est le thème du docu-débat cette semaine sur Public Sénat. Élise Lucet, le débat, samedi à 23h sur Public Sénat.